Merci de votre introduction. Si vous voulez, les réflexions sur la lumière, les questions sur la lumière ont toujours été au centre des préoccupations des scientifiques et des philosophes de l'Antiquité à nos jours. Type de question, qu'est-ce que la lumière? Comment est-elle produite? Comment interagit-elle avec la matière, c'est-à-dire avec les atomes? Est-ce qu'on peut contrôler ces interactions? Est-ce qu'on peut les utiliser? Voilà un type de questions qui ont été à l'origine de révolutions conceptuelles et technologiques au cours du siècle dernier, comme la révolution relativiste, qui a changé complètement notre vision de l'espace et du temps, la révolution quantique, qui a changé notre vision du monde microscopique, la révolution laser, qui nous a dotés d'outils exceptionnels en optique. En plus, il y a eu de nouveaux domaines de recherche qui sont apparus, comme la possibilité de manipuler des atomes par des faisceaux laser, comme la possibilité de produire des atomes ultra-froids et des ondes de matière macroscopiques exhibant des propriétés quantiques qui jusque-là n'étaient accessibles que dans des systèmes très très particuliers. La description moderne de la lumière aujourd'hui, c'est que la lumière est à la fois une onde électromagnétique se propageant dans l'espace à une vitesse c, qui est 300 000 km par seconde, caractérisée par sa fréquence nue qui donne la couleur de la lumière. Et à un instant donné, c'est une onde sinusoïdale dont la période spatiale est ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière. La lumière, donc, à la fois une onde et un ensemble de corpuscules, comme l'a postulé pour la première fois Einstein, qui sont les photons, qu'on appelle maintenant les photons, qui ont chacun une énergie E égale h nu, où h est la constante de Planck, donnée par cette valeur, et une quantité de mouvement h nu sur c. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui est une notion fondamentale en physique quantique, et qui, après avoir été comprise sur la lumière, a été étendue par la matière, en particulier par Louis de Broglie, qui, en 1924, a postulé qu'à toute particule matérielle de masse m et de vitesse v est associée une onde qu'on appelle l'onde de Broglie, et dont la longueur d'onde est donnée par cette équation fondamentale, lambda égale h sur mv, h constante de Planck, m la masse de la particule, v sa vitesse. Quelques mois après la thèse d'Einstein, de Broglie, Schrödinger dérivait l'équation à laquelle obéit l'onde de Broglie, qui joue pour l'onde de Broglie le rôle des équations de Maxwell pour les ondes lumineuses, et qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est une des équations les plus importantes de la physique. Quand on essaye de la résoudre, on trouve que seules certaines solutions sont acceptables physiquement, de la même manière que quand on étudie les ondes dans un tuyau sonore ou dans une corde vibrante, seules apparaissent des solutions qui correspondent aux ondes stationnaires. Donc, l'onde de Broglie associée à un électron qui gravite autour d'un proton ne peut exister qu'avec certaines énergies possibles, à certaines fréquences possibles, donc certaines énergies, et ça introduit une idée fondamentale, c'est que les grandeurs physiques sont quantifiées. L'énergie d'un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle prend certaines valeurs bien discrètes. Ceci étant, quand on comprend la nature des niveaux d'énergie et des photons, on peut comprendre aisément les processus élémentaires d'interaction entre atomes et photons, qui sont l'émission. Un atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur en émettant un photon d'énergie h nu. Il peut également passer du niveau inférieur au niveau supérieur en absorbant un photon h nu. Et évidemment, la conservation de l'énergie dans ce processus implique que la différence entre les énergies des deux niveaux est égale à l'énergie du photon émis ou absorbé. Et E moins F égale h nu. Et cette équation permet de comprendre immédiatement que l'étude au moyen de spectroscopes des fréquences de la lumière émise par un milieu atomique permet de reconstruire son diagramme de niveau d'énergie. Et comme les spectres de deux atomes sont différents, c'est en quelque sorte une empreinte digitale. Donc, en observant la lumière émise par un milieu, en faisant une étude de spectroscopie, on peut identifier les atomes qui sont à l'origine de cette émission. Et c'est comme ça qu'on a des informations fondamentales sur les atomes et sur le monde, l'univers qui nous entoure. Les molécules qui sont présentes dans les atmosphères terrestres, planétaires, dans l'espace interstellaire. Et je pense que dans d'autres exposés, vous entendrez parler aussi de toutes les révolutions qu'a apporté la lumière dans le domaine de l'astrophysique. Le point important qui est apparu au cours des dernières décennies, c'est que la lumière n'est pas seulement une source d'information sur les atomes et sur l'univers, mais aussi un outil pour les manipuler, pour manipuler les atomes. Et ça, c'est facile à comprendre parce que lors de l'absorption puis de la rémission d'un photon par un atome,
cet atome acquiert un certain nombre des propriétés du photon qu'il a absorbé, son énergie, son moment cinétique, sa quantité de mouvement. Et donc, en éclairant un atome avec une lumière convenablement choisie, on peut changer ses propriétés, on peut le manipuler. On utilise en quelque sorte les lois de conservation pour manipuler les atomes par la lumière. Et on peut par exemple donner 2 exemples importants de cette ligne de recherche. Comment contrôler avec la lumière le moment cinétique des atomes, c'est-à-dire ce qu'on appelle leur spin. Comment contrôler avec la lumière la vitesse et la position des atomes, c'est-à-dire le refroidissement et le piégeage des atomes. Alors, moment cinétique des atomes, d'abord, les atomes ont une structure, et c'est des objets qui tournent autour d'eux-mêmes, qui ont un moment cinétique qu'on appelle spin. Et comme toutes les grandeurs physiques, la projection du moment cinétique sur un axe donné ne prend que certaines valeurs bien définies. Dans le cas particulièrement simple de ce qu'on appelle un spin 1,5, le moment cinétique projeté sur un axe donné ne peut prendre que la valeur plus ou moins, spin vers le haut ou spin vers le bas. À l'équilibre thermodynamique, il y a autant de spin qu'on a au milieu d'un ensemble d'atomes, il y a autant de spin vers le haut que de spin vers le bas, à très peu près, et on peut essayer de changer cette situation en éclairant les atomes avec de la lumière polarisée. En effet, les photons associés à une lumière polarisée ont un moment cinétique. Suivant que la lumière est circulaire droite ou circulaire gauche, ce moment cinétique est plus 1 ou moins 1, et en absorbant ces photons polarisés, les atomes deviennent polarisés. C'est une méthode très simple pour polariser un ensemble d'atomes et pour obtenir un gaz hautement polarisé sur lequel il est possible de faire des expériences de recherche fondamentale et appliquées. Et ça a été une ligne de recherche qui a été développée à l'École normale supérieure par Alfred Kastler et Jean Brossel, qui ont été mes 2 directeurs de thèse et qui ont contribué à faire une école de physique française dans ce domaine extrêmement active. Alors, je voudrais vous donner un exemple d'application concrète de cette technique, c'est que si les spins sont polarisés, si on arrivait à polariser des atomes, par exemple des atomes d'hélium, qui sont des atomes de gaz rare et qui donc ne perturbent pas les tissus humains, si on fait respirer à un patient un mélange d'air et d'hélium polarisé, on obtient donc un gaz polarisé à l'intérieur des cavités pulmonaires sur lequel il est possible de faire de l'IRM, de l'imagerie par résonance magnétique. Je pense que Serge Harold va parler tout à l'heure de l'IRM. D'habitude, l'IRM est fait en étudiant les protons, des atomes d'hydrogène, des molécules d'eau. Et on détecte donc la densité de protons dans un organisme vivant, par exemple la trachée artère, les côtes, l'estomac, le cœur, alors que si on remplit les poumons d'un gaz polarisé, on peut faire la résonance magnétique et faire l'IRM des poumons et détecter les cavités pulmonaires, comme ça a été fait par plusieurs équipes dans le monde, en particulier par des collaborations entre des équipes françaises de Michel Leduc et des équipes allemandes de Ernst Otten. Et ça, c'est un nouvel outil de diagnostic pulmonaire. Maintenant, je passe au 2e exemple, comment contrôler la vitesse et le mouvement la position des atomes. Ça repose sur les forces exercées par la lumière sur les atomes. Et on peut donner un exemple simple pour comprendre cette situation, en considérant une cible, c'est bombardée par un faisceau de particules se propageant toutes dans la même direction, rebondissant, les projectiles rebondissent sur la cible, et sous l'effet de ce bombardement, la cible est poussée. Le transfert de quantité de mouvement des projectiles à la cible constitue ce qu'on appelle la force radiative, la pression de radiation qui pousse la cible. On peut faire la même chose par un atome dans un faisceau lumineux, en remplaçant les projectiles par des photons et la cible par un atome. L'atome absorbe les photons et les réémet, c'est exactement la même situation, et l'atome est poussé. En fait, ce phénomène, c'est, comme l'a souligné pour la première fois Kepler, une partie de l'explication de la queue des comètes, qui sont les poussières qui entourent la comète, qui sont poussées par la lumière venant du Soleil. Si on remplace l'onde lumineuse par un faisceau laser, beaucoup plus monochromatique, beaucoup plus directif, on peut montrer aisément que les accélérations ou décélérations sont de l'ordre de 10 puissance 5 fois l'accélération due à la gravité. En d'autres termes, on peut ralentir des atomes par la pression de radiation en prenant un laser opposé à la vitesse du jet atomique, c'est-à-dire qu'on diminue la vitesse moyenne. On peut aussi diminuer la dispersion des vitesses moyennes autour de la valeur moyenne, c'est-à-dire diminuer la température, parce que la température est liée à l'énergie d'agitation désordonnée. On diminue cette dispersion en prenant plusieurs faisceaux laser qui introduisent une force grâce à l'effet Doppler dépendant de la vitesse qui apparaît comme une viscosité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des mélasses optiques. On peut aussi, en utilisant des forces de rappel
autour d'une position d'équilibre, piéger les atomes, les confiner, et les ordres de grandeur sont impressionnants. À température ambiante, par exemple dans cette salle, s'il fait 27 degrés centigrades, c'est-à-dire 300 degrés Kelvin, c'est une échelle de température absolue, alors qu'avec des atomes refroidis par laser, on peut arriver à 10-7 Kelvin, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus basse, où les atomes ont maintenant des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, alors que dans cette salle, les molécules d'oxygène et d'azote ont des vitesses de l'ordre du kilomètre par seconde. Alors, les applications, pour terminer, les applications des atomes froids, d'abord, c'est des temps d'observation très longs parce que les atomes se déplacent lentement, peuvent être observés pendant un temps plus long. Et en physique, plus le temps d'observation est long, plus la précision est élevée. On peut donc mesurer une fréquence atomique avec une précision beaucoup plus importante et faire des standards de fréquence, c'est-à-dire des horloges atomiques beaucoup plus précises. Et actuellement, on arrive à faire des horloges atomiques à atomes froids ou à ions froids qui gardent la seconde sur 3 milliards d'années. C'est-à-dire si l'horloge part maintenant, 3 milliards d'années après, c'est-à-dire presque la durée de l'univers, elle n'est fausse que par moins d'une seconde. On peut aussi, comme les vitesses sont faibles et comme la longueur d'onde de De Broglie est inversement proportionnelle à la vitesse, on peut observer beaucoup plus facilement l'aspect ondulatoire des atomes, faire avec les ondes de matière des expériences d'interférence ou de diffraction tout à fait analogues à celles qu'on fait avec des ondes lumineuses. On peut faire des gyromètres, des gradiomètres, on peut aussi réaliser des gaz d'atomes très très froids qui montrent des propriétés macroscopiques quantiques et qui sont extrêmement fascinantes. Un seul exemple, je vous demande ici simplement de dire qu'une des horloges, la Station spatiale internationale va recevoir en l'année 2016, on l'espère, une horloge d'atomes froids qui permettra de synchroniser toutes les horloges du système satellite GPS et qui permettra aussi de faire des tests de relativité générale parce que la fréquence d'une horloge dans deux gravitations différentes n'est pas la même d'après la relativité générale. Et le test qu'on pourra faire sera 100 fois plus précis que tous les tests antérieurs. En ce qui concerne la condensation de Bose-Einstein, je n'ai pas le temps de le dire, je passe très vite, et je voudrais simplement mentionner qu'on peut réaliser maintenant avec des ondes de matière l'équivalent d'un laser pour des ondes lumineuses en piégeant un condensat dans un piège et en mettant un petit trou qui laisse s'échapper un faisceau d'ondes de matière cohérente analogue au faisceau d'ondes lumineuses cohérentes qui sort d'un laser. Ma conclusion, je pense que notre capacité de manipulation des systèmes quantiques, atomes, photons, ions, électrons, molécules, a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, que ces progrès ont permis l'éclosion de nouveaux domaines de recherche qui suscitent à leur tour de nouvelles interrogations fondamentales et permettent d'explorer des nouveaux systèmes, des nouveaux états de la matière. Les applications de cette recherche sont le plus souvent imprévisibles. Elles résultent de ruptures technologiques, conséquences des avancées de la recherche fondamentale. Je voudrais qu'on profite de cette année pour montrer au grand public, en particulier aux jeunes des lycées et des collèges, que la technologie que nous utiliserons dans 20 ou 10 ans sera très vraisemblablement basée sur les résultats de la recherche fondamentale que nous faisons aujourd'hui. Donc il est très important de soutenir la recherche fondamentale, de développer chez les jeunes le goût, la curiosité et la passion pour la recherche et pour la science, parce que je pense aussi, compte tenu de la journée d'aujourd'hui, que c'est le meilleur rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme. Je vous remercie.